C'est un épisode méconnu de notre histoire. En même temps, au rythme où vont les choses, bientôt c'est notre histoire tout entière qui sera un fait méconnu de notre histoire. Mais bref, en 1796 puis 1798, des Français ont débarqué en Irlande pour aider les insurgés et tenter de libérer le pays de l'occupation britannique. Oui, dès qu'il est question d'emmerder un peu les Anglais, nous on a toujours été inspirés. Si la première tentative a été un désastre, la seconde, bien qu'insuffisante, aura tout de même permis d'infliger quelques sueurs froides aux buveurs de thé. Et aujourd'hui encore, cette expédition reste très présente dans le souvenir des Irlandais. C'est pour eux et pour nous un épisode ô combien symbolique des liens d'amitié qui unissent nos deux nations. L'expédition d'Irlande se passe en deux temps. Le premier en 1796, qui est un désastre, je l'ai dit, et le second 2 ans plus tard, en 1798. Et je m'excuse par avance pour cet épisode, je suis un peu malade et je pense que ça se voit, et que ça s'entend aussi. Nous sommes alors après la Révolution, sous le Directoire, et l'objectif de la Première République, c'est d'assister la Société des Irlandais Unis, qui est une organisation révolutionnaire inspirée du modèle français, contre le pouvoir britannique. Alors, durant l'hiver 1796, on organise une grande flotte qui transporte 15 000 hommes, commandée par le général Hoche en personne, en vue d'un débarquement en Irlande, dans la baie de Bantry. Sauf que, comme je l'ai dit, l'opération est lancée pendant l'hiver, et cet hiver 1796-97 présente les plus fortes tempêtes de tout le XVIIIe siècle. Du coup, la flotte française, qui en plus est mal préparée et mal dirigée, se retrouve rapidement dans une situation critique. Un navire fait naufrage dès le début de l'opération, causant de nombreux morts, et beaucoup d'autres se perdent et se dispersent. Quant au reste de la flotte, il arrive bien à atteindre les côtes irlandaises, mais les conditions météorologiques sont catastrophiques, impossible de débarquer. Et après plusieurs jours d'incertitude, la flotte se disperse. Certains navires rentrent à Brest, d'autres sont capturés par les Anglais. Bilan de cette première expédition d'Irlande, enfin tentative d'expédition, 12 navires perdus, des prisonniers de guerre et surtout la mort de 2000 hommes. Quand je vous disais que c'était un désastre, je ne plaisantais pas, et c'est même pas les Anglais qui nous ont tenus en échec, ce sont uniquement les conditions météo. Mais les Français n'ont pas dit leur dernier mot. Sur les insistances du chef irlandais Theobald Wolfe-Tone, le Directoire va organiser une seconde expédition en 1798, plus petite celle-là. Mais c'est pas la taille qui compte, enfin ça dépend pourquoi. Le 6 août 1798, 3 frégates embarquent un peu plus de 1000 hommes et quittent Rochefort, direction l'Irlande. Ils échappent à la flotte britannique et ensuite la petite escadre parvient sans encombre à débarquer dans le nord-ouest de l'Irlande le 22 août. Les Irlandais sont en joie, les Français sont enfin là. Sur place, le capitaine français Joby relate dans son journal la vie misérable des populations locales. Il écrit, je cite, « Les hommes, les femmes, les enfants, presque nus, n'ont d'autre asile qu'une étroite et pauvre chaumière qui ne les met pas à couvert des rigueurs des saisons. Leurs aliments sont des pommes de terre, du lait aigre, presque jamais de pain et rarement de la viande. Cette classe du peuple irlandais, qui est la plus nombreuse, offre un contraste révoltant avec la vie douce des protestants anglais qui presque tous possèdent de grandes richesses. » Quelle surprise. Enfin bref, les opérations terrestres peuvent commencer. Alors je l'ai dit, 1000 hommes plus quelques centaines puis milliers d'insurgés irlandais, eh bien c'est pas grand chose, mais ils vont quand même pas mal se débrouiller, vous allez voir. Le site sur lequel ils débarquent est plutôt isolé, donc ça se passe sans encombre le débarquement. Ensuite, Killala, la première petite ville sur leur chemin, est rapidement prise puisqu'elle n'est gardée que par 200 soldats anglais. Ensuite, c'est au tour de la petite ville de Ballina de tomber malgré la présence de cavalerie. Suite à ces petits succès consécutifs, les volontaires irlandais vont rejoindre de plus en plus l'armée française. Et face à cela, le Lord Cornwallis, donc l'anglais, commence à s'inquiéter et réclame des renforts à Londres. Mais en attendant, il va devoir faire avec ce qu'il a, alors que 2000 Français et Irlandais se dirigent désormais vers la ville de Castlebar. Et là, même sans renfort, les Britanniques sont plutôt confiants, puisque à Castlebar, ils ont 6000 hommes avec une douzaine de canons et un très bon approvisionnement. Alors forcément, ils attendent les Français de pied ferme. Et pourtant, c'est là que ça va devenir drôle. Quand les Franco-Irlandais arrivent à Castlebar, ce n'est pas du tout par là où les Anglais les attendaient. Sur les conseils des Irlandais, qui connaissent évidemment très bien la région, eh bien, les Français sont passés par un chemin jugé impraticable, surtout avec de l'artillerie.
Mais impossible n'est pas français. Nous sommes le 26 août 1798 et la bataille de Castelbar commence. Dans les rangs anglais, c'est déjà la consternation. Comment les Français ont-ils fait pour arriver par l'ouest? Bref, il faut vite déplacer les canons et à 6 h du matin, le combat commence. Face à l'artillerie, les grenadiers français du général Sarrazin font des miracles tandis que 43 hommes commandés par le capitaine Louis de Crestou prennent les Anglais à revers et capturent tout un régiment. Chez les Anglais, c'est rapidement la panique et les tuniques rouges s'enfuient dans un désordre total, abandonnant tous leurs fusils, leurs canons et même les bagages de leur général. La panique était telle dans les rangs que les Anglais, qui n'étaient même pas poursuivis, n'ont pas arrêté de courir avant d'atteindre la ville de Tuam, située à plusieurs kilomètres. Et c'est pourquoi, grâce à cette fuite ridicule, les Irlandais surnomment la bataille de Castelbar la course de Castelbar. Je vous avais dit que ça allait être marrant. D'ailleurs, il faudra l'arrivée du Lord Cornwallis en personne avec son armée et ses renforts pour que les Anglais s'arrêtent de courir, hein, c'est pour vous dire. Et oui, c'est fini les Irlandais avec des fourches, maintenant t'as des Français face à toi mon gars. Bref, après ce succès spectaculaire, les Franco-Irlandais poursuivent leur route et enchaînent avec une autre victoire à la bataille de Collooney. Malheureusement, cette débandade générale chez les Anglais a assez duré et les renforts britanniques sont maintenant arrivés. À la bataille de Ballinamook, les Français font face à près de 30 000 Britanniques. Et ce qu'on peut dire encore, c'est que ici, malgré la disproportion totale entre les forces, je l'ai dit, près de 30 000 Anglais font face à 2 à 3 000 Franco-Irlandais, eh bien les Français ne se laissent pas impressionner le moins du monde. Un parlementaire britannique est envoyé, il s'adresse en ces termes aux Français. Vous nous avez battus plusieurs fois, vous avez fait de grandes marches en présence de notre armée, vous avez fait assez pour votre gloire. Et Lord Cornwallis, qui vous rend justice, vous traitera avec tous les honneurs dus à des braves comme vous, si vous voulez vous en remettre à sa foi. Donc voilà, vous pouvez vous rendre avec les honneurs, c'est très bien, il n'y a pas de honte. Mais si, monsieur, il y aura toujours une honte, même à 1 contre 1000, à se rendre contre des Anglais. Bon, ça, c'est moi qui l'ai ajouté. Mais c'est un peu ça quand même dans la réponse du général Sarrazin. Je vous lis sa réponse. « Monsieur, dites à Lord Cornwallis que nous n'avons point encore rempli la tâche que notre gouvernement nous a imposée, que nous sommes jaloux de continuer de mériter son estime et de fixer les regards de l'Europe sur notre entreprise, ainsi que nous ne pouvons, sans nous déshonorer, accepter ses offres. » Voilà une réponse de Français. Enfin, finalement, après une défense acharnée, les Britanniques finissent logiquement par l'emporter et les Français sont faits prisonniers. Et seulement les Français, car là aussi, c'est très caractéristique. Les Français sont très bien traités avec les honneurs et tout, tandis que les Irlandais, ils sont massacrés jusqu'au dernier à même le champ de bataille. Voilà comment les Anglais traitent les Irlandais, et après on se demande pourquoi ils les détestent autant. Et pour les Français, preuve que le traitement a été totalement différent, écoutez ce qu'écrit le général Fontaine. « Nous reçûmes tous de sa part les marques du plus grand intérêt. 40 hommes qu'on nous donna pour escorte avaient plutôt l'air d'une garde d'honneur que d'un détachement qui conduisait des prisonniers. Arrivés dans cette ville, nous y fûmes traités avec distinction. Il y avait une illumination générale, un repas magnifique était préparé. Plusieurs personnages de la plus haute importance y assistèrent. Les mecs, on dirait qu'ils sont tout heureux d'avoir enfin eu des adversaires face à eux. Dernière anecdote marquante, après la bataille de Ballinamook et donc la défaite des Français, le général anglais s'adresse au général Humbert et il lui demande « Où est votre armée ?» Le général Humbert se tourne vers la poignée de soldats qui lui reste et il rétorque à l'anglais « La voici tout entière ». L'anglais lui demande « Et que comptiez-vous faire ?» Et là, le général Humbert, tout en sérénité, lui répond « Allez à Dublin et brisez les fers d'une nation qui souffre sous votre joug. » Alors l'anglais rétorque « Voilà bien une idée qui ne pouvait sortir que d'une cervelle française. » Et c'est tout l'intérêt de cet épisode historique, je pense. C'est une guerre perdue d'avance, mais ô combien symbolique. Une guerre pour l'honneur, une guerre pour emmerder les Anglais, bref, une guerre à la française. Aujourd'hui encore, l'intervention française est célébrée en Irlande. D'ailleurs, dans leur histoire, l'année 1798 s'appelle tout simplement année des Français. C'est pas beau ça? Finalement, ça aurait été un échec, oui, c'est évident. À cette époque, le Directoire et un certain général Bonaparte étaient bien plus intéressés par la campagne d'Égypte que par celle d'Irlande. Donc aucun renfort n'est arrivé, même si le général Humbert en a beaucoup demandé. Mais néanmoins, ça a marqué l'imaginaire irlandais, ça a renforcé l'amitié entre nos deux nations, ça a montré à quel point la France
pouvait faire preuve de panache, même sans aucun moyen ou avec peu de moyens, et ça a montré aussi combien le soldat français était craint et respecté. Moi j'aime bien cette histoire.